Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouveau webinaire Parole d'expert, en direct de Montmartre, de mon côté. Camille, je sais pas d'où tu es aujourd'hui. Eh ben moi, je suis en direct de République. De République, voilà, je vois dans le chat qu'on a Annie qui nous suit en direct du Canada, de Saguenay au Ah, Canada. Voilà, Marie qui nous suit de Bretagne Sud. Voilà, bonjour à tous. Je suis ravi aujourd'hui de vous accueillir donc, pour ce nouveau Parole d'expert. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, je m'appelle Raphaël Maisonnier, je suis un des cofondateurs de Fasterclass. Fasterclass, on est un organisme de formation et de coaching certifié Calliope et on aide les dirigeants et leurs équipes à construire une performance qui soit à la fois collective et durable. Et pour ça, on s'appuie notamment sur les soft skills. Et c'est notamment pour ça qu'aujourd'hui, j'accueille Camille. Camille qui, tu vois, tu as travaillé en fait pendant une dizaine d'années sur l'identité des marques. C'est bien ça. Et oui. voilà. Et aujourd'hui, maintenant, tu travailles sur l'identité des personnes. Donc, est-ce que d'ailleurs, tu veux nous en dire un peu plus sur ce que tu fais concrètement, comment ça se Oui, passe? ouais, merci. Quand je dis travailler l'identité des marques, c'est qu'en fait, j'étais un mot planeuse stratégique. Donc, on a beaucoup fait de blagues autour de ce terme quand j'étais en agence. Donc, j'étais spécialisée justement en stratégie de marque pour définir l'identité des marques pendant une dizaine d'années. Et maintenant, depuis à peu près 3 ans, je suis coach professionnel certifié. Et je travaille à l'exploration identitaire des personnes et notamment l'exploration des transitions identitaires, justement, toutes ces phases dans la vie où on est un petit peu secoué identitairement parlant. Et c'est d'ailleurs ce dont on va parler aujourd'hui. Ouais, donc en fait, aujourd'hui, le gros sujet, si jamais vous avez des questions dans le chat, d'ailleurs, n'hésitez pas, hein, posez-les-moi, on peut les traiter au fil de l'eau, donc surtout, n'hésitez pas. Et aujourd'hui, donc, on va parler de la transition identitaire, notamment quand on est un expert et qu'on devient un manager. Et là, en fait, bah, tu me disais, enfin, c'est un gros changement identitaire, quoi. Et souvent, ça peut être même sous-estimé. Oui, effectivement. En fait, l'expert, il est très pointu, très niché dans son métier. Et il a l'habitude de fonctionner d'une certaine manière. Il a beaucoup d'expérience justement dans son secteur sur laquelle il est reconnu. Il a la légitimité. Et d'un coup, on va dire, il fait un gap, un bond dans un autre univers. Donc le changement de poste, il se fait en quelques temps, mais par contre, il n'y a pas toujours cet accompagnement justement entre je passe de expert où je suis très sachant à manager où là d'un coup, ben, finalement, j'ai plus d'expérience, j'ai plus d'expertise, j'ai plus forcément de légitimité. Et c'est ça qui peut faire, c'est cette transition, si elle n'est pas bien accompagnée, qui peut être douloureux pour l'expert lui-même et puis pour son équipe. Ouais. Voilà. Ouais. Et c'est vrai que d'ailleurs, enfin, moi, je m'en rends compte souvent dans les entreprises qu'on accompagne et tout. Je constate que très souvent, le fait de devenir manager, c'est un peu comme une progression, enfin, la suite logique dans une carrière. Donc, en fait, quand on est un expert, bah, d'un moment, pour continuer de progresser, il faut devenir manager. Et bien souvent, quand les gens ne sont pas accompagnés, bah, les entreprises, elles avaient un top expert et donc elles perdent un top expert et puis elles gagnent un pas top manager, quoi. Parce que, donc, Ouais, c'est totalement ça. C'est-à-dire que en fait, je pense que le sujet, c'est qu'aujourd'hui en France, le manager, enfin le poste de manager est vu comme une promotion, comme un levier de promotion, alors que c'est vraiment enfin on va dire un nouveau job en tant que tel. Et déjà, moi, je pense que le premier point qui est vachement important, c'est d'accompagner l'expert pour savoir s'il a envie d'être manager, s'il a envie d'endosser ses responsabilités. La transition qui pour moi est vachement importante, c'est que quand tu es expert, tu es dans une logique assez individualiste où tu dois performer dans ton expertise, alors que quand tu deviens manager, il y a vraiment cette logique où tu dois faire évoluer tes équipes. Et c'est là-dessus que tu vas être évalué, et c'est là-dessus que va se créer ta légitimité. Et c'est là où pour moi la logique, elle est totalement différente. Elle est totalement nouvelle. Et c'est cette transition-là, cette logique qui, si elle n'est pas bien accompagnée, peut aller à l'échec. Et aussi cette logique de se dire, est-ce que j'ai envie d'être manager? Tu vois, c'est pas juste se dire, OK, on fait une promotion et donc j'y vais. C'est pourquoi j'y vais et comment y aller aussi
pour que ça soit bien fait et efficace pour tout le monde, en fait. Ouais. C'est vrai que souvent, en fait, on peut devenir manager pour des mauvaises raisons. Enfin, ça me fait un peu penser à ça, ce que tu dis. C'est-à-dire Mmh. que de devenir manager juste pour le statut ou pour la rémunération ou pour, enfin voilà, ça va être des raisons qui vont pas forcément être très bonnes. Alors que si on devient manager parce que c'est un métier qui nous fait envie, parce qu'on a envie de développer les autres, etc. Là, ça va être des raisons qui vont être beaucoup plus valables. Et donc peut-être que déjà en amont, avant de passer de expert à manager, il y a un travail déjà à effectuer sur ce que tu dis, quoi, sur est-ce que c'est vraiment ce dont j'ai envie, comment ça va se passer, etc., quoi. Oui, je pense qu'il y a c'est là où le rôle des RH peut être important à mon avis, aller explorer ça avec, l'expert, aller justement, voir, quelles sont les motivations, derrière, cette promotion, savoir, s'il est prêt à changer, on va dire, de logique, s'il est prêt à en mettre en avant les autres et un peu moins lui, et hem et si voilà, si, il a envie de se former et de se faire accompagner dans ce changement-là aussi et s'il est prêt aussi à aller dans cette zone d'inconfort. Parce que comme je disais, quand tu passes d'expert à manager, tu passes «Je maîtrise parfaitement mon sujet, je performe» à potentiellement, ben, je redeviens un peu «newbie» entre guillemets où, et ben, je peux faire des erreurs, je peux ne pas savoir comment communiquer avec mes équipes, et donc du coup, bah, ça va être un peu plus inconfortable parce que, quand on est, habitué à de la performance justement, aller explorer cette zone entre guillemets, à nouveau «d'incompétence», parfois même ça peut être un peu douloureux. C'est aussi pour ça que c'est important d'être, accompagné et d'être prêt aussi et aussi d'être, je pense d'avoir une forme de bienveillance dans l'accompagnement même du manager pour se dire: «OK, ça sera pas parfait dès le début et c'est OK, quoi». Et communiquer aussi, c'est ce que je trouvais vachement important, c'est communiquer sur les attentes, de l'expert par rapport à ce changement, mais aussi de l'équipe. Qu'est-ce qu'ils attendent les uns des autres de ce management? Je pense que ça, c'est un bon cadre, pour, poser les choses dès le début. Qu'est-ce qu'ils attendent de leur manager? Lui, qu'est-ce qu'il attend de ce poste? Et voir comment les choses peuvent se croiser. C'est aussi pour ça qu'après, tu peux proposer en tant que RH un dispositif qui soit adapté, qui pour moi est souvent à la fois de la formation en management justement pour qu'il ait, on va dire, les bases, les compétences clés et du coaching aussi pour pouvoir bien trouver sa posture parce que c'est ça qui prend peut-être le plus de temps, en fait. Ouais. Ouais, carrément. Mais ce que tu me dis, ça me fait penser aux 5 niveaux de changement de Vincent Lennart. Pour et là, en fait, quand il y a des changements, enfin, moi, ce que j'ai compris, c'est que les changements se jouent à différents niveaux. Et donc, bon, Vincent Lennart, qui était un des pontes du coaching, euh, dit qu'il y a, par exemple, premier niveau, c'est l'environnement, quoi. On peut changer d'environnement, on peut changer de collègue, on peut changer de bureau, etc. Après, il va y avoir des changements de comportement. Donc là, typiquement, quand on devient manager, bah, on doit plus se comporter de la même façon. Mais ça, c'est le niveau 2. Et donc, c'est là où les formations en management, typiquement, je pense, peuvent outiller, quoi. Dire, bah, voilà, on se comporte comme ci, voilà des rituels, voilà des machins. Et après, ça, c'est les changements de type 1, qui vont être l'environnement et comportement. Et après, il va y avoir des changements de type 2, qui là sont beaucoup plus transformants, on va dire. Et donc là, il parle des changements au niveau des croyances, puis des changements au niveau de l'identité, et des changements au niveau du sens, de pourquoi je fais ça, c'est quoi le sens, etc. Et donc, par exemple, les croyances, ça peut être je suis le meilleur à comprendre qu'en fait, bah, là, je suis peut-être, bah, je redeviens un peu un newbie, enfin, de ce que j'entends, de ce que tu me dis, tu vois, il peut y avoir bah, j'étais tout contrôlant, je savais tout, maintenant, bah, peut-être que je vais devoir peut-être moins contrôler, apprendre à déléguer. Euh, et l'identité, ouais, enfin, et l'identité, enfin, c'est des changements qui sont beaucoup plus profonds, quoi, ces changements de type 2. Et donc, il y a vraiment tous ces niveaux de changement à balayer, je pense, quand tu passes de expert à manager et qui sont un peu complexes, quoi. Ouais, il y a 2 Complexes à choses gérer. en fait, moi, j'ai travaillé mon mémoire de coaching sur justement en quoi le coaching, favorise l'exploration identitaire et une image qui m'avait beaucoup parlé, moi je suis assez visuelle, c'était de se dire qu'en fait, on a 2 couches. La personnalité, tu sais, c'est l'iceberg, c'est ce qu'on voit à l'extérieur et l'identité, c'est tout ce qui est immergé. Ouais.
Et je trouve que ça illustre bien assez visuellement à quel point, quand on travaille sur l'identité, ça devient profond. Et effectivement, ce que j'aime bien avec cet outil-là, qu'on appelle aussi niveau logique de disque ou domaine de conscience de Bateson, peu importe, c'est qu'en fait, tu peux faire le point au début du coaching sur justement où est-ce qu'il en est en termes de comportement, en termes de croyances, en termes de valeurs. Tu sais, c'est un peu une Ouais, photographie de justement là où il en est en tant qu'expert. Et suite au coaching et à la formation, justement, comment il a pu faire ce shift en termes de comportement, en termes de croyances, en termes de valeurs, qu'est-ce que ça dit de lui maintenant en termes d'identité et quel sens ça lui apporte. Et c'est justement s'il est bien accompagné que ces crans peuvent se faire de manière assez fluide. Et c'est pour ça que moi, entre guillemets, je milite pour un accompagnement parce que cette transition, elle peut être douloureuse pour les raisons, les multiples raisons qu'on a expliquées. Et si on arrive justement à accompagner la personne dans cette transition, eh bien, il va arriver de manière assez fluide à passer ces différentes étapes pour que la partie identitaire et sens arrive assez naturellement et fluidement. Mais après, si il n'est pas bien accompagné, c'est là où ça peut rester bloqué et ça peut créer à la fois une perte d'estime de soi, à mon avis, pour l'expert qui est devenu manager, et aussi de la difficulté et la souffrance pour la nouvelle équipe si c'est pas fait en bonne intelligence. ouais. Ouais, c'est clair, ouais. Et comment tu repères qu'il y a un, comment dire, quand l'identité d'expert devient un frein dans le nouveau rôle de manager? Est-ce que- Pour moi, il y a vraiment quand il prend trop de place, justement, quand on sent trop que c'est encore un expert et pas un manager. Tu vois, il y avait vraiment cette logique de il a pas réussi à passer d'une logique à je travaille sur ma performance individuelle à je travaille plutôt sur la performance collective. Si il est très contrôlant, comme tu disais, s'il a des difficultés à déléguer, s'il est un peu dans un espèce de truc de micromanagement, si il est dans ce besoin de perfection et de contrôle à tout prix, s'il a du mal à gérer justement peut-être ses erreurs et aussi celles de son équipe. Pour moi, c'est des signaux rouges qui doivent être détectés pour que justement les RH se disent que là, la transition va pas dans le bon sens et que à la fois l'équipe et le nouveau manager a besoin d'être accompagné. Pour moi, ça, c'est des signaux qui sont assez forts et qu'on peut détecter assez rapidement, même si je préconise pour moi de faire plutôt les choses en amont plutôt que d'en arriver déjà à là, parce que ça veut dire que déjà la confiance est entamée des deux côtés, tu vois. Ouais. Ouais, puis c'est vrai que généralement, plus tu mets de temps à traiter un problème, enfin, avant de t'y attaquer, quoi, plus ça prend de temps à résoudre, quoi, de manière Ouais, générale. ouais, parce que du coup, là, il y a une perte de confiance des deux côtés. Et après, pour refaire matcher l'équipe avec le manager, c'est plus compliqué, je pense. Ouais. Et moi, c'est un truc que j'aime bien me dire, c'est avant, quand tu es un expert, en gros, toi, tu peux faire 100 en tant qu'expert, tout seul, quoi. Tu es l'expert et voilà, ma performance, bah, c'est 100. Et en fait, quand tu deviens manager, ce qui est très dur, c'est de comprendre que, bah, ouais, en tant qu'expert, tu ferais peut-être mieux que chacun des membres de ton équipe et c'est parce que c'était toi le meilleur que tu es devenu le manager. Et en même temps, bah, même si tu as, je sais pas moi, 5 personnes dans ton équipe et qu'ils font pas tous 100 mais qu'ils sont tous à peu près à 80, mais n'empêche que 5 fois 80, ça fait 400, quoi. Et donc c'est quand même vachement mieux que juste un qui est à 100. Et mais de réussir à avoir ce lâcher prise, de pas tout contrôler, de pas tout faire soi-même, et cetera. Ça peut aussi être un peu flippant, quoi, en tant qu'expert. Oui, bah, je pense que tu passes d'une logique de résultat où, entre guillemets, tu n'as qu'à compter sur toi-même à une logique où, en fait, tu vas être objectivé, tu vas être évalué sur les résultats des autres aussi. Donc, toi, ton rôle, ce sera plus d'être forcément le meilleur, mais ça sera de rendre les autres le plus performant possible. Et ça peut prendre un peu de temps aussi, tu vois. Et ça, je pense que accepter que justement ta légitimité, elle va venir du résultat des autres, c'est pas simple. Tu vois, il y a parfois un sujet d'ego peut-être pour certaines personnes Mmh. et que ta compétence, elle sera plus justement dans comment tu as fait grandir les autres que comment toi, tu as obtenu des résultats. Et ça, c'est vraiment une transformation pour moi qui est énorme en fait. Tu n'es plus du tout évalué sur la même chose
t'es plus perçu, tu vois, même dans l'organisation de la même manière. Ouais. Et ça, c'est un gros changement pour moi identitaire, tu vois, justement. Mais c'est là aussi où d'ailleurs, pour mettre l'accent là-dessus, je pense que dans la partie évaluation, heu notamment les RH avec la direction, quand ils font leurs évaluations, peuvent avoir un rôle là-dessus en étant très clairs avec le nouveau manager que c'est là-dessus qu'il va être évalué, quoi. Pour vraiment qu'il y ait Oui, un vrai shift de voilà, maintenant c'est ça qui compte pour toi en tant que manager. et justement, par rapport à ce qu'on disait en amont, je pense que quand la promotion est proposée à l'expert, je pense qu'il faut vraiment comment dire, lui présenter, entre guillemets, les tenants et les aboutissants de ce que ce changement de posture va produire, et notamment que justement, il ne sera pas évalué sur les mêmes choses. Donc, je pense que tout est mieux quand les choses sont dites, quoi. C'est-à-dire que euh, Ah ouais, et c'est clair. aussi, voilà, qu'est-ce qui est Bah, comme attendu, le enfin, voilà, qu'est-ce qui est attendu de sa part et qu'est-ce qu'on attend de lui, et pas ce que lui fantasme sur ce qu'il y a derrière un rôle de manager. Il faut que les visions, elles se croisent, et se croisent de manière très concrète, tu vois. ouais, c'est clair. Bah, alors là, il y a 2 trucs 2 mots-clés que tu as dit. Il y a un, la vérité. Bah, ouais, en fait, il y a de dire les choses. Il y a, William Schutz qui est le père de l'élément humain. C'est un psychologue et statisticien qui a bossé pour, l'armée américaine pendant 40 ans sur un modèle de comment les êtres humains fonctionnent et cetera et pourquoi parfois ça marche et parfois ça marche pas entre 2 personnes et en gros, une de ses phrases clés, c'était de dire, «La vérité est le grand simplificateur». Et donc en fait, déjà juste de savoir de dire les choses, bah, mine de rien, à un moment, c'est hyper sain et voilà et donc ça simplifie tout. Et 2e chose, ouais, tu parlais d'avoir le regard des autres et de comprendre et cetera et là aussi, c'est un des outils enfin nous, c'est auquel on croit énormément, qu'on pousse vachement chez Fasterclass, c'est le feedback. J'ai même écrit un bouquin dessus qui est en train de sortir et tout et c'est vrai que, bah, je trouve qu'en fait, même en tant qu'individu, je trouve qu'on n'est pas très bon pour s'auto-observer. Je sais pas si c'est aussi des mécanismes de défense de nos cerveaux et cetera et donc en fait, on a besoin, pour mieux se connaître et mieux se comprendre, du regard des autres et c'est là où le feedback va être hyper intéressant, et où le feedback d'ailleurs des membres de son équipe, pas que de son chef, mais aussi des gens en dessous, d'aller chercher du feedback en dessous sur: «Tiens, bah, moi aussi, comment je manage, quoi. Qu'est-ce que vous avez de quoi vous avez besoin? Est-ce que je colle aux attentes, et cetera. Du feedback des RH aussi qui peuvent en dire plus sur le rôle et tout. Enfin, voilà. Et j'ai une petite remarque de Bruno Ok. dans le chat que je vais partager à l'écran, mais qui revient sur ce que tu disais avant, sur le changement d'identité, et dit c'est très Ouais. juste. Dans les années 90, la branche papier-carton proposait un cursus de formation devenir contremaître. Donc le profil quittait son usine pendant 6 mois avant la prise de poste en qualité de contremaître. Attends, je vais le réafficher. Hop, tac. Et nous étions à la fois dans la conciliation technique et le changement de costume de manager de proximité. Son retour en entreprise était ritualisé, il y avait presque une intronisation en sa qualité de manager. Vraiment, là, il y a carrément tout un rituel de voilà, maintenant, t'es un homme nouveau, quoi. Il y a Bah, c'est cette bien, mais espèce en même temps, de. ça acte à l'extérieur ce qui se passe à l'intérieur, tu vois, en termes de changement. Et Ah, mais c'est clair, mais c'est ouf ça. ouais, pour revenir sur les 2 points que tu as dit, tu dis effectivement, c'est important de se connaître. C'est pour ça que pour moi, le coaching est vachement important, parce que justement, quand tu es manager, tu as besoin d'avoir un espace safe et confidentiel, où justement tu peux échanger sur ces petits pas. On parle en termes d'évolution identitaire, sur tes doutes, sur tes questionnements, et tu as besoin d'avoir cet espace neutre justement pour mieux t'investiguer, pour aller explorer la manière dont toi tu as envie d'être manager. Et je pense que c'est pour ça que c'est essentiel de se faire accompagner. Mais il y a aussi, comme tu dis, cette logique de feedback. Je pense que effectivement, le feedback, il doit se faire en 360, à la fois bah, du chef, du manager, mais aussi, comme tu l'as dit, de l'équipe, pour qu'en fait, ils grandissent ensemble, ils évoluent ensemble, et finalement, il y ait des retours à la fois de l'équipe sur comment ça se passe, lui, comment il vit sa posture de manager, et qu'ils arrivent ensemble à créer en fait un fonctionnement qui puissent correspondre à l'équipe et au manager, et qu'ils arrivent à trouver leur place. Et c'est ça où c'est intéressant, c'est que le manager, d'un côté, il fait grandir ses équipes, mais les équipes le font grandir aussi. Et c'est grâce à elles qu'il arrive à aussi devenir
un manager efficace et Ah, c'est clair, humain hein. et qui développe en fait des nouvelles compétences, hein. Clairement, c'est un nouveau métier. Donc pour moi, le feedback, il se fait dans tous les sens, entre guillemets. Ouais, bah, je pense qu'il y a un vrai dialogue entre intériorité et extériorité. Avec, d'un côté, bah, par exemple, avec un coach où là, tu vas creuser aussi en toi, le coach t'aide à te poser les bonnes questions pour ensuite, toi, trouver tes solutions, tes manières de faire, enfin voilà, avec tes ressources à toi. Et le dialogue avec l'extériorité, c'est-à-dire avec, bah, comme tu dis, avec ton équipe aussi, avec, tes pairs, avec ton chef, et cetera, pour, heu, pour comprendre aussi comment les autres te voient, et parce que tu as pas Ouais. forcément toutes les clés que en toi peut-être, et de comprendre comment tu es perçu, des choses que tu as faites, tu t'es même pas rendu compte de l'impact que ça avait eu, et donc ça aussi c'est hyper utile, quoi. Et j'insiste notamment sur avec ces équipes, parce qu'il y a enfin là on a fait une grande enquête nationale sur le feedback, début janvier. Il y a moins de un collaborateur sur 10 en France qui se dit très à l'aise de donner du feedback à son manager. Sauf que ça aussi, c'est hyper important. Enfin, l'expert qui devient manager, mais il n'était pas manager avant, il n'est pas omniscient, il va pas devenir un super manager comme ça, et il a besoin d'aide, quoi. Et donc, c'est Mmh. important aussi que même son équipe, comme tu disais, arrive à lui faire du feedback, pour être mieux managée. En fait, si l'équipe ne fait pas de feedback, bah, elle peut râler tout ce qu'elle veut, mais elle devient co-responsable du fait qu'il n'y ait pas de changement si elle ne remonte pas quand ça va pas, quoi. Et En fait, si elle ne dit pas aussi ce qui va, je trouve. il y a plusieurs choses effectivement dans ce que tu dis. C'est à la fois être en capacité de se sentir assez safe pour l'équipe pour faire un feedback. Et ça, c'est aussi, Ouais, je pense, le rôle des RH de créer ces conditions-là et de créer une culture d'entreprise qui favorise cette culture de feedback 360. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, et je pense que toi, t'es expert là-dessus, c'est de se dire savoir bien le faire, le feedback aussi. Savoir ouais, faire un ouais. feedback constructif, avec la CNV notamment, parce que justement, quand tu es manager et que tu reçois un feedback de ton équipe, tu peux être un peu secoué, et donc il faut savoir le faire bien pour que ça soit pris de manière justement constructive, positive, et que ça soit un cran de plus pour aider justement le manager à monter dans sa pyramide identitaire et pas attaquer son estime de soi. Donc il y a à la fois comment bien le faire dans des conditions de sécurité, que ça fasse partie de la culture d'entreprise, et aussi comment le faire bien pour que ça soit aidant pour l'équipe et pour le manager. Ah bah, c'est clair, ouais. Enfin, si le feedback, ça devient, un pugilat, enfin, c'est pas du feedback, en fait, après. Mais malheureusement, les gens confondent feedback avec critique, par exemple, Voilà, c'est ou ça. feedback avec évaluation, ou feedback avec plein d'autres choses. Et non, l'idée, c'est vraiment de faire comprendre à son manager, bah, ce qu'il fait de bien, et donc ça, de faire des feedbacks positifs, et c'est pas du compliment, quoi. C'est vraiment un feedback positif de: «Bah, voilà, la dernière fois, tu as fait ça et c'était super, voilà ce que ça a généré comme impact chez moi. La prochaine fois que tu es dans la même situation, refais la même chose, ça marche super bien», tu vois? Voilà, ça, c'est un Mmh. feedback positif. Et idem pour un feedback correctif, bah, plutôt de dire: «Bah, voilà, là, dans cette situation, bah, la prochaine fois que tu es dans cette situation, peut-être essaie de faire plutôt comme ça et ça marchera mieux pour moi», voilà. Mais Mmh. le but, c'est pas du tout de dire: «Ouais, tu as été mauvais, ça, ce que tu as fait, c'était nul, blablabla». Enfin, ça marche pas, ça marche avec personne, et ouais, non, ça, c'est sûr. Et Je pense que ce qui est vachement important, c'est la notion de communication, tu vois? Et de savoir, comment apprendre à communiquer, entre un manager et son équipe, et comment bien fonctionner, tu vois? On a tous des manières de communiquer différentes, et parfois sous stress aussi, ça peut quand même impacter. Et le feedback, ça peut être un outil hyper intéressant pour pouvoir trouver des modes de communication, qui sont fluides pour tout le monde, tu vois? Et le rôle du manager, c'est là où c'est d'autant plus challengeant, c'est qu'il va aller devoir creuser et découvrir le fonctionnement presque même aussi identitaire de toute son équipe. Parce que ah bah, ouais. lui, il évolue en tant que manager, mais chaque personne de son équipe est une identité, une personne à part entière. C'est pour ça qu'il faut bien communiquer pour trouver un mode de fonctionnement qui soit OK pour tout le monde. Et c'est toute la complexité pour moi justement d'évolution d'expert à manager, parce que là, tu rentres dans un nouveau champ où tu dois explorer ton identité en tant que manager, mais aussi celle des membres de chacun de ton équipe. Ouais. Et d'ailleurs, bah, du coup, tu as parlé de créer un safe space. Ça, je pense, c'est hyper important. Enfin, ça, c'est vraiment un des points clés. Euh,
la notion de sécurité psychologique pour… bon, toi, tu es une experte de ça, mais voilà, pour ceux qui nous écoutent, qui ne connaissent pas trop ce sujet-là, en fait, c'est Amy Edmondson, qui était prof à Harvard, qui a été mandatée par Google pour étudier ce qui faisait la performance des équipes. C'était de 2012 à 2014, ça s'appelait le projet Aristote. Et elle a étudié 180 équipes de chez Google avec 9 personnes en moyenne par équipe. Elle a étudié 250 critères différents pour voir à quel point ils étaient corrélés avec la performance. Et en fait, c'était pas. Il s'attendait à ce que ce soit, par exemple, la seniorité du manager, est-ce que l'expertise, les budgets, etc. Que dalle. Le critère numéro 1 qui était le plus corrélé positivement avec la performance, c'était la sécurité psychologique. Donc, c'est en fait c'est ce que tu appelais le safe space. Donc, c'est vraiment de pouvoir partager librement, s'exprimer librement, partager ses réussites, ses échecs, ses idées, etc., etc., sans craindre, sans trouille, quoi. Sans avoir peur de répercussions négatives pour soi, de critiques, etc., etc., quoi. Et alors après, mais du coup, moi, ma question pour toi, Camille, c'est, tu as parlé de ce safe space, mais du coup, comment est-ce qu'on fait pour créer cet espace de sécurité psychologique? Ouais, en fait, c'est ce que je disais, il y a plusieurs choses. C'est qu'en fait, il y a vraiment cette idée de culture d'entreprise où tu crées des espaces justement pour que les équipes puissent faire un feedback. Je pense qu'il faut apprendre aux équipes à faire un feedback, créer des rituels justement entre le manager et son équipe pour qu'il y ait des moments dédiés à ça. Et pourquoi pas même en dehors de l'entreprise, hein, il parlait de ça justement Bruno, un lieu neutre, ça peut être intéressant. Donc je pense que c'est à créer des rituels différents pour qu'il y ait ces moments-là qui soient intégrés au quotidien. C'est peut-être aussi dans la manière d'évaluer le manager, dans la manière d'évaluer l'équipe, où justement il peut être évalué sur sa capacité à mettre en sécurité, mettre bien justement en confort les gens. Je pense que ça peut être intéressant. Je ne sais pas, tu vois, si il y a beaucoup de critères comme ça. Moi, j'avais rencontré quelqu'un qui venait d'arriver dans une entreprise qui était chef de projet et qui m'avait dit que elle s'était sentie super accueillie pendant son onboarding et que en fait, les équipes étaient évaluées sur leur capacité à être bienveillants et à accueillir les nouveaux. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que le point de départ est vachement important, tu vois. Donc, je pense que être en capacité d'accompagner, du coup, justement, les équipes au quotidien et pour le manager, l'accompagner avec justement un coach où il aura un endroit à la fois psychologique et physique où il va pouvoir évoluer, explorer et dans un lieu qui soit neutre et en dehors, on va dire, des enjeux business de l'entreprise, ou en tout cas, même si il est évalué sur sa capacité à évoluer en tant que manager, il sait que ça sera un endroit bienveillant et non-jugement. Et je pense que c'est aussi une parole de sensibilisation de la part des équipes RH de passer ce message, justement. Et peut-être aussi de se rendre disponible, de pouvoir peut-être parler avec la RH, alors peut-être pas à toutes les strates, mais en tout cas d'ouvrir des espaces où c'est possible d'aller remonter certaines choses et bien sûr avec des process qui auront été définis en amont, mais je pense que ça part de la culture d'entreprise et ça se nourrit au quotidien à différentes échelles. Pour créer tu as parlé beaucoup tu vois, de la confidentialité pour pouvoir aussi avoir un espace où on se sent complètement sécure, quoi. Tu penses quoi de, par exemple, des mentors qu'on peut avoir ou des choses comme ça, tu vois, comment les RH, parce que tu vois, je me dis, il y a beaucoup de RH qui, dans un monde idéal, ils aimeraient pouvoir mettre un coach pour chaque nouveau manager. Sauf que on n'a pas l'argent, quoi. Et les coachs, ils travaillent pas gratuitement et c'est normal. Et donc, en fait, le coaching, souvent, est un peu… voilà, tout le monde ne peut pas être coaché. Et du coup, est-ce que j'ai l'impression que parfois, il y a du mentorat qui peut être mis en place, ou il peut y avoir peut-être des… J'ai beaucoup de clients RH qui créent aussi qui essaient de créer des communautés de managers pour qu'ils puissent s'entraider. Enfin, qu'est-ce que tu penses de ça? Je pense qu'il y a effectivement, j'entends effectivement l'argument du budget et que tu peux pas coacher toutes les personnes. Donc après, c'est aussi une question d'arbitrage, je pense, pour la RH de savoir qui tu coaches et c'est certainement aussi là où il y a le plus d'enjeux.
Par contre, il faut bien séparer le mentoring du coaching. C'est pas du tout la même posture. Le mentoring, il va être dans la transmission de savoir-faire, d'expertise, et il peut donner des conseils, des jugements, ce que fait pas du tout le coach, hein, qui est quand même en posture haute sur le cadre, mais basse sur le contenu. C'est-à-dire que jamais il va exprimer une opinion sur ce que le manager peut faire. Et c'est ça aussi qui garantit le non-jugement et la bienveillance. Donc, on est sur deux postures différentes. Pour moi, globalement, ce serait plus complémentaire qu'à opposer. Donc, c'est un levier, on va dire, à proposer en plus du coaching. Et ce que je trouve intéressant quand tu as dit les communautés de pairs, c'est effectivement le co-développement où Ouais, justement, tu as quelqu'un, un expert qui va faciliter ça. Et c'est là où ça peut être intéressant, justement, de partager dans un espace qui, justement, là aussi est safe et confidentiel, des retours d'expérience en tant que manager, des situations concrètes, parce que je pense que ça, c'est beaucoup apprécié d'avoir des outils, des leviers, des conseils concrets, et justement avec des personnes qui sont à niveau ISO, quoi. Donc ça, c'est aussi un outil pour moi qui peut être un levier intéressant pour les RH à proposer, en plus du coaching et ou du mentorat. Mais c'est des choses qui sont différentes dans la manière d'approcher le sujet, en fait. ouais. Donc en fait, pour toi, c'est plus des apports qu'on peut avoir avec une partie formation, une partie coaching, une partie avoir un mentor, qui est d'ailleurs peut-être de quelqu'un de plus haut placé dans la hiérarchie, mais d'un endroit complètement différent dans l'entreprise, qui n'est pas forcément de lien hiérarchique. Ça, Ouais, je sais je pense que pas. ça, c'est vachement important qu'il n'y ait pas de lien hiérarchique pour pas qu'il y ait des enjeux de pouvoir qui s'immiscent dans le mentoring. Ouais, et d'avoir une communauté de pairs managers qui, eux, peuvent ça franchement, ce co-développement, alors moi, en tant qu'entrepreneur, j'étais membre du réseau Entreprendre et c'est un des trucs qui m'a les 2 trucs qui m'ont le plus apporté du réseau Entreprendre, justement. Alors on n'avait pas de coach, mais on avait un mentor qui ne devait avoir aucun lien avec notre business, qui n'a pas le droit de faire du business avec nous, qui n'avait pas le droit de devenir investisseur dans notre entreprise, etc. Donc, quand il devenait notre mentor, il devenait complètement inintéressé à notre business, quoi. Désintéressé plutôt. Et ça, on le rencontrait tous les mois pendant 3 ans. On l'a rencontré, moi, Pendant c'était 3 Aurélie jours? Giraud. Waouh! Ouais, pendant 3 ans, 2 heures par mois, on faisait ça au format déjeuner. Donc voilà, si ça inspire les RH qui nous écoutent sur un format comme ça, mais ça a été génialissime quoi, pour prendre du recul, pour nous. Parfois pas du tout comme un coach, parce que parfois on avait besoin de conseils vraiment de quelqu'un qui était déjà passé par là et qui dit non, ça c'est une connerie, ou ça ouais, vas-y, fais-le, c'est comme ça qu'il faut faire. Parce que parfois tu es un peu dans le flou, tu hésites, tu dis est-ce que c'est ma faute, est-ce que c'est moi qui comprends rien, est-ce que truc. Hmm. Et l'autre truc qui nous avait vachement aidé, c'est qu'ils avaient créé une communauté d'entrepreneurs. Et donc en fait, on était les fondateurs de 10 startups à l'époque, 10 entreprises. Et pareil, on se réunissait tous les mois au format déjeuner et on faisait un codev. Et en fait, à tour de rôle, on résolvait les problématiques des uns des autres. Et puis on se partageait, pareil, nos tips, des trucs. On disait, ah non, non, moi j'ai fait ça, fais surtout pas ça, j'ai déjà fait cette erreur, machin truc, ou si tu peux faire ça et tout. Et ça avait été vraiment une aide énorme, quoi, entre le mentorat et le codev. Et après, c'est vrai que ouais, enfin, la partie coaching, c'est encore complètement différent. Hmm. Et ça, c'est un moyen de vraiment trouver tes ressources en toi et un vrai travail sur ton identité, quoi. Mais Je crois vraiment à la puissance de l'intelligence collective, hein. Moi-même, je fais partie d'un codev entrepreneur et je trouve ça magique, quoi. Donc, vraiment, c'est hyper puissant et ça permet de partager au long cours. Et plus tu connais ces personnes, plus tu peux mieux les conseiller. Tu crées un lien de confiance. Et c'est peut-être ça aussi, pour moi, c'est un des ingrédients peut-être de la sécurité psychologique, c'est d'avoir ces espaces individuels et ou collectifs où tu peux justement échanger sur tes problématiques en toute bienveillance et confidentialité. et d'ailleurs, à chaque fois, avant chaque session avec le réseau Entreprendre, il nous rappelait les règles de base du codev, la confidentialité, la bienveillance, comment ça allait se dérouler, et cetera, le non-jugement et tout. Enfin, et ça faisait toujours du bien à entendre et ça nous Ouais. mettait aussi dans les bonnes dispositions pour s'entraider, plutôt que de dire est-ce que je dis tout, est-ce que je dis pas tout, etc., quoi. Mm. Et si on revient sur la partie
toi, tu vois, quand tu accompagnes en tant que coach un, un expert qui devient manager, j'imagine qu'il y a aussi le changement d'identité peut générer aussi beaucoup d'émotions chez ce nouveau manager, ce néo-manager. Qu'est-ce Mmh. que c'est quoi les émotions que tu détectes le plus? Ben, ça va dépendre de la personne, mais je pense qu'il y a beaucoup de frustration, souvent, beaucoup ouais, de peur, d'angoisse, parfois de la colère. Ce qui est vachement intéressant, c'est d'aller, justement, dont tu parlais d'apprendre à se connaître, c'est d'aller détecter quelle est l'émotion qui est en jeu et quel est le besoin derrière. Ça, c'est souvent, on n'arrive pas forcément à connecter, à faire le lien naturellement entre l'émotion qu'on ressent et le besoin qui n'est pas assez nourri. Un exemple que je donne toujours, qui pour moi est très parlant, c'est par exemple quand on ressent de la colère, ce qui peut être le cas, un peu le pendant de la frustration quand on devient manager. C'est en fait un besoin de justice qui a besoin d'être écouté. Et c'est une partie de soi qu'il faut aller explorer en disant, OK, je suis en colère, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière? OK, besoin de justice, besoin de réparation. OK, comment est-ce que je peux faire pour nourrir ce besoin? Quelle petite action je peux mettre en place? Est-ce que ça dépend de moi? Qu'est-ce qui dépend de moi? Qu'est-ce qui dépend pas de moi? Tu vois, d'aller entamer un dialogue intérieur, justement, pour connecter émotion, besoin et mise en action et créer ce rituel-là justement pour aller voir plutôt ces émotions comme des indices, des signaux clés, plutôt que comme quelque chose de négatif qu'il faudrait supprimer ou tasser, tu vois. Je suis complètement d'accord avec toi, franchement, sur la partie émotion, les voir comme des indicateurs plutôt que quelque chose comme négatif. Souvent, moi j'entends, non mais là on est au travail, tu vois, on n'est pas là pour les émotions, les je sais pas quoi. Tu vois, c'est un monde rationnel et en fait on confond émotionnel avec irrationnel. Alors qu'en fait, Mm. je pense que c'est une grande erreur que beaucoup d'entre nous faisons. Et ouais, enfin, pour moi, les émotions, c'est ni plus ni moins qu'un indicateur qu'il y a quelque chose. C'est comme si je suis au volant de ma voiture et puis d'un coup, boum, j'ai un voyant qui s'allume et vaut mieux que je regarde le voyant. Je lui dis, attends, qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi ce voyant? Qu'est-ce qu'il me raconte? Pour comprendre, ah, ok, peut-être que en fait, faut que j'aille mettre de l'essence, que j'ai plus d'essence. Peut-être que le moteur il est en surchauffe. Peut-être que j'en sais rien. Peut-être que je vais trop vite. Peut-être que j'ai un pneu qui se dégonfle. Mais en fait, voilà, l'émotion, c'est un indicateur qui nous permet de comprendre et ensuite de réagir si on arrive à le comprendre plutôt que de juste étouffer l'indicateur. Voilà, si j'ai plus d'essence, par exemple, je peux essayer de continuer de rouler, mais à un moment, ça va être la panne sèche et puis il va y avoir un vrai problème, quoi. Donc, Mais oui, mais en fait, c'est comme tu dis, c'est encore pire quand tu écoutes pas les indicateurs dans ta voiture, tu peux avoir plein de problèmes. Donc c'est un peu pareil au travail, c'est que en fait, ne pas gérer ses émotions, c'est ça qui va faire des dégâts plutôt que de les écouter. Donc, et je pense que accompagner justement ses collaborateurs, c'est les aider, leur donner des outils pour mieux gérer leurs émotions, afin qu'ils les utilisent au mieux et qu'ils puissent justement réussir à les gérer pour pouvoir rectifier ce qui les met en inconfort en fait. Donc ouais. c'est vachement important d'écouter ses émotions et d'être en capacité d'écouter aussi les émotions de son équipe, justement en tant que manager, et d'être formé pour aussi, tu vois. Ouais. Et ça veut dire que toi, quand tu accompagnes tu as dit, voilà, on va creuser des choses au niveau de l'identité, le besoin de justice, genre, tu as colère, ok, pourquoi colère? Imaginons que là, ce soit parce que j'ai un besoin de justice, de Mm. réparation, etc. C'est-à-dire que toi, quand tu accompagnes un manager derrière, qui est un expert qui devient manager, souvent, tu vas aller devoir chercher des choses très profondes, je sais pas, de l'enfance, enfin, peut-être pour que la personne mettre en lumière, arrive à mettre la lumière pour mieux se comprendre. Oui, en fait, je pense que le travail identitaire, c'est aussi savoir accepter d'aller chercher des choses qui nous ont conditionnés, qui ont fait qu'on est nous. Alors, bien sûr, l'identité n'est pas quelque chose de figé, mais il y a quand même des fondamentaux qui font qu'on se reconnaît dans la durée, hein. C'est un peu ça aussi la définition d'identité. Et il y a plusieurs mécanismes, hein. On peut avoir, il y a des choses qui viennent dans l'éducation, il y a des croyances qu'on a sur nous-mêmes, il y a des valeurs qui nous portent, il y a des loyautés familiales. Donc, tout ça, c'est quelque chose d'assez complexe. Et parfois, on ne se rend pas compte que c'est toutes ces
toutes ces forces invisibles, c'est justement toute la partie de l'iceberg qui est en dessous dans l'eau, qui nous font avoir tel comportement, nous faire dire telle chose et nous faire croire telle chose. Donc, c'est d'aller chercher ça, d'aller déconstruire ce qui ne nous aide pas pour pouvoir justement changer ces comportements et s'adapter au mieux et être aligné entre ce qu'on a envie d'être et ce qu'on est vraiment, tu vois. C'est ça aussi qui peut parfois créer aussi de la frustration, c'est que parfois on ne sait pas être un bon manager et que c'est pas forcément une volonté de mal faire, c'est qu'on ne sait pas faire et que du coup, sous stress, on peut avoir des comportements qui ne sont pas forcément adaptés aux circonstances et d'aller chercher ces mécanismes-là, d'aller chercher ces patterns-là. Et c'est vrai que c'est pour ça à la fois que je trouve ça intéressant d'aller travailler sur l'identité en tant que coach, mais c'est aussi le plus challengeant parce que tu vas dans le deep et que faut pas se voiler la face, le pro et le perso sont intimement liés, hein, c'est pas deux sphères qui sont complètement décollées et d'un coup on est comme ça et après on est une autre personne. Enfin moi en tout cas personnellement je crois pas que ça soit aussi figé et siloté que ça et donc ça demande aussi d'aller accepter de se mettre en inconfort justement pour aller chercher ça et être prêt à aller explorer ces aspects de sa personnalité qui ne nous mettent pas forcément à l'aise, dont on n'est pas forcément fier, pour pouvoir un peu justement travailler dessus et les débloquer en fait. Ouais, mais encore une fois, je suis complètement d'accord avec toi sur le fait que on n'est qu'une personne, quoi. J'ai pas deux cœurs, j'ai qu'un cœur, j'ai qu'un cerveau. Je reset pas quand je finis ma journée de travail ou quand je la commence. Et tout ce qui va m'impacter dans le pro va m'impacter dans le perso et inversement. Et oui, et c'est pour ça d'ailleurs que je trouve que l'expression anglaise work-life balance, comme s'il y avait le work d'un côté et le life de l'autre et que c'était deux trucs séparés, je la trouve complètement pas bonne, quoi. Parce que en fait, on a une vie pro, une vie perso à la rigueur, mais il n'y a pas le work d'un côté et la life de l'autre, quoi. Mais tu vois, moi, le travail. Un truc que je trouve très parlant, c'est que je travaille avec un outil qui s'appelle les domaines de vie, tu vois, donc tu le représentes souvent comme un camembert, et justement, c'est plusieurs parties de ta vie, mais ça fait partie d'un tout, c'est pas deux choses complètement différentes, donc c'est à l'intérieur de ta vie, qu'est-ce que tu vas mettre comme ingrédient pour l'équilibrer, mais c'est pas deux sphères différentes, c'est deux sphères qui se rencontrent, et quand ça se rencontre, est-ce que ça fit bien, ou est-ce qu'il y a des choses qui grattent et qui frottent, et c'est ça qu'il faut aller explorer justement parce que ça peut avoir des impacts dans ta manière dont tu manages, dans ta manière dont tu communiques avec les autres. Et c'est là où, justement, je pense que le rôle des RH est important d'aller créer une culture d'entreprise qui soit favorable à cette exploration-là et au fait de pouvoir justement mieux se connaître grâce à tous les outils qu'on a évoqués, le codev, le coaching, le mentoring, etc. Ouais. Tu peux donner des exemples de domaines de vie? Ouais, domaine de vie, en fait, je pense que c'est propre à chacun. C'est-à-dire que chacun va créer un peu son domaine de vie. Il n'y a pas de logique. Mais une des manières de le représenter, c'est un camembert, tu vois, avec des pourcentages. Et donc, tu peux mettre travail, tu peux mettre amis, tu peux mettre couple ou famille, tu vois, ou tu peux mettre loisir. Et en fait, le camembert, il va être propre à chacun, tu vois. Et donc, tu fais le camembert tel qu'il est aujourd'hui, à l'instant T, et ensuite le camembert tel que tu voudrais qu'il soit. Et ça, c'est hyper parlant. C'est-à-dire qu'en fait, comme c'est assez visuel, tu te rends compte tout de suite que, par exemple, s'il y a des déséquilibres, des disproportions, si justement, en termes d'identité, tu te rends compte qu'il y a des choses qui prennent trop de place ou pas assez de place, ce que ça génère comme temps en termes d'émotions. Et c'est un levier hyper puissant, je trouve, pour apprendre à rééquilibrer justement ce qui fait de nous, c'est toutes les facettes de notre identité, justement, tu vois. Et donc, leur laisser la place, c'est vachement important de s'écouter. Et après, justement, de mettre des petites actions correctives pour petit à petit rééquilibrer et d'aller vers le camembert que tu as envie d'avoir, tu vois. Ouais, c'est hyper intéressant ces domaines de vie. Ça me fait penser à un truc que me disait mon père depuis que je suis tout petit. Alors, il est pas coach, etc. Donc, il n'a pas
Voilà, Séverine, elle connaît. Séverine, elle sait ce que je veux dire. Kinuti, mais en gros, il me disait, la vie est une chaise. Et en gros, il me disait, bah, t'as 4 pieds. Alors lui, il me disait, bah voilà, t'as ta famille, ton travail, tes hobbies et tes amis. Mm. Et de réussir à consolider un peu tes 4 pieds. Parce que si tu mets tous tes œufs dans le même panier, tu vas avoir en fait, tu peux faire l'équilibriste sur un seul pied, mais le jour où ton pied casse, après, toute ta vie s'effondre si ta vie ne Mm. repose que sur un seul pied. Typiquement, si tu mets tout dans le boulot, le jour où tu as un chef qui te met la misère, et que ce pied boulot casse et que tu n'as rien investi dans rien d'autre, tu es mal, quoi. Alors que si tu as Ouais. 4 pieds, ok, à un moment, tu as un pied qui va être un peu branlant. Ça peut être une fois la famille, ça peut être une fois le travail, ça peut être une fois les passions, etc. Les hobbies. Mais avec 3 pieds, tu te fais encore un petit tabouret et tu arrives à tenir un peu en équilibre, le temps de réparer le quatrième, puis après tu le répares, tu refais ta chaise. Mais au moins, ta vie ne s'effondre pas, quoi. Et J'aime bien ça me fait un peu penser à le ça. visuel. Ouais, j'aime bien. Il était sage, ton père. Ouais. Ouais. Donc voilà, mais ouais, ça me faisait penser à ça. Et Bah même ouais. si là, la puissance de ton truc avec tes domaines de vie, j'imagine, c'est la représentation en cadran. Et il y a Ouais. mon cadran idéal et mon cadran actuel. Et de voir la Oui, différence et c'est de se dire, ça. tiens, comment je rééquilibre, quoi. Bah, en fait, c'est assez parlant. C'est-à-dire que quand tu vois ce que tu as actuellement, tu fais ah ouais. Enfin, et souvent, il y a souvent cet effet de ah ouais. Tu vois, le Ouais, truc ça ressemble vraiment à ça. Tu vois, enfin, tout le monde n'est pas visuel, mais globalement, l'aspect visuel est quelque chose qui parle à beaucoup de personnes. Et généralement, c'est assez puissant comme outil. Je trouve que c'est un outil que j'aime bien utiliser. Et c'est aussi un outil identitaire, en fait. Justement, tu me parlais de comment je travaille. Tu vois, là, c'est sur le sujet de l'équilibre, mais en tout cas, c'est comme ça que tu travailles en identité. Tu vas dans la profondeur de OK, quelle place tu veux donner à quelle facette de ton identité et qu'est-ce que tu veux ouais, faire pour les faire vivre. ouais, carrément. Et alors, je reviens juste sur une remarque de Bruno tout à l'heure que j'avais laissé passer, mais qui disait, par rapport à ce qu'on disait, exactement, un mix coach-mentor est l'idéal. Le coach extérieur va être imperméable au réseau d'influence interne, et ça ne sera pas forcément le cas du mentor, y compris le tabou de l'influence syndicale. Donc voilà, et ça, je pense que les RH, l'influence syndicale, peuvent encore plus voir que les autres Mmh. à quoi ça fait référence. Mais, euh, mais oui, oui, carrément. Enfin, complètement d'accord. Et d'ailleurs, sur tout ce qui va être les domaines de vie, deals, etc., en fait, on a fait un accompagnement aussi avec Faster Class là-dessus, où on se sert aussi de ces outils-là, comme toi. Donc c'est marrant, et puis on pourra, enfin, si jamais c'est des choses qui vous intéressent, on pourra, parlons-en, enfin même, je crois que j'ai un lien de rendez-vous que je peux mettre, tac, mais comme ça, que ce soit pour être accompagné avec Camille ensemble, etc., on pourra, venez, prenez rendez-vous, on en discute, et puis pour voir comment on peut vous accompagner. Mais on a carrément on a créé un accompagnement où en fait, on va avoir des moments, en fait, c'est un coaching collectif et individuel. C'est-à-dire qu'on va avoir un peu des c'est un truc sur 6 mois où on a toutes les 6 semaines à peu près ce qu'on appelle des bivouacs, où là, il y a les 6 personnes qui sont accompagnées, qui se retrouvent en même temps et qui font une espèce de codev. Et on va avoir entre les 6 semaines des temps de coaching individuel avec le coach pour chacune des personnes. Et en fait, ça permet à la fois d'avoir un accompagnement individuel où on bosse sur l'identité, et en même temps des moments où on est en collectif et pour les bivouacs, en fait, le coach, donc là, par exemple, si toi tu le faisais, Camille, tu créerais un avatar avec ce que tu as perçu des différents personnes accompagnées. Et après, les gens, en fait, résolvent des problèmes de l'avatar. En fait, ils se résolvent leurs problèmes à eux tous, quoi. Et ça marche super bien. On l'a lancé chez C'est Payfit et tout ça. génial. Ouais. Enfin voilà. Mais donc ça, c'est petit truc. Voilà, attends, j'ai enlevé le lien. Je le remets encore quelques secondes si jamais il y en a qui sont intéressés. Mais, euh, mais ouais, et en fait, ça, c'est quelque chose qui est, je pense, d'autant plus pertinent de bosser sur l'identité de faire ce travail d'accompagnement avec les experts. Ce que tu disais, enfin, on disait, il y a des problèmes budgétaires. Donc, on ne peut pas accompagner tous les gens qui deviennent managers avec un coach, etc. Ça, je suis d'accord. En fait, Mmh. là où je te rejoins, c'est de dire que dans les personnes à accompagner, avoir plus d'attention. En fait, les experts qui deviennent managers, là, il y a un vrai sujet, quoi.
Il y a, enfin, je sais pas si tu le perçois comme ça, mais en gros, moi, les experts, déjà, ils sont plus à risque que les autres parce qu'il y a un champ d'identité encore plus fort que les autres. Ils étaient au top, c'était les références, et puis ils deviennent des newbies. Ils ont beaucoup de choses à réapprendre. Mais aussi, ils ont un gros savoir. Et donc, en fait, si tu perds ton expert, tu perds beaucoup de savoir de l'entreprise, quoi. Et Ouais, si ouais, l'expert... c'est là où je pense que c'est ce qu'on disait au début, c'est que je pense que tu peux pas forcément accompagner chaque personne qui devient manager. Par contre, effectivement, les experts sont des profils plus à risque pour toutes les notions qu'on a évoquées. Et c'est plus compliqué, comme tu l'as dit, d'être en mode pompier après, à la fois pour le manager, pour les équipes, d'essayer de rattraper ce qui s'est mal passé, de réessayer de fluidifier la communication. Ça coûte beaucoup plus de temps finalement peut-être et d'argent pour les RH d'intervenir en mode pompier dans un second temps que de faire les choses justement en amont, en mode prévention, avec cette vision un peu partagée qu'on a dit au début entre, OK, comment tu vois ton poste de manager, qu'est-ce qui est attendu de toi, comment tu serais évalué et aussi comment les équipes voient le rôle du manager. Est-ce qu'il y a une appétence aussi, tu vois, de la part de l'expert? Quel levier on choisit pour l'accompagner, coaching, mentoring, codev, et comment on orchestre tout ça, tu vois? Comment l'équipe aussi, on lui apprend à faire du feedback et le manager à faire du feedback. Et tout ça, pour moi, c'est des ingrédients qui vont faire que, entre guillemets, la mayonnaise va prendre beaucoup plus vite et les performances vont être finalement bien meilleures plus rapidement. Ce qui est beaucoup plus positif pour l'entreprise que si tu interviens, j'ai envie de te dire, beaucoup trop tard quand les dégâts sont déjà là, tu vois. C'est pour ça oui, il y a deux modes d'intervention. Tu as le mode prévention et tu as le mode pompier. Mais en termes d'énergie, de budget et de sécurité psychologique, c'est quand même beaucoup mieux d'intervenir dans la mesure du possible en amont justement. Et en plus, on a plus de temps pour faire les choses, alors que dans la seconde partie, tu interviens en urgence. Ouais. Et c'est plus stressant pour tout le monde, en fait. Tu vois, même pour la RH qui doit prendre des décisions peut-être dans un temps plus court, c'est plus complexe comme situation. Même nous, là-dessus, on a un parti pris chez Fasterclass. C'est-à-dire alors nous, on les appelle un peu différemment, mais on dit il y a le coaching de développement où en fait, voilà, le but, c'est de développer la personne et en amont, donc ce que tu as dit un peu pour la prévention. Mais même ça peut être même plus que juste de la prévention. C'est pas juste éviter que ça aille pas bien, mais c'est carrément développer la personne et faire que ça En se passe sorte que super ça se bien. passe très bien, voilà, effectivement. Voilà, donc on a le coaching de développement. Après, bon, il y a des coachings un peu flash sur des trucs très spécifiques, ok. Et après, il y a le coaching plutôt de la dernière chance, en mode punaise, on est en mode pompier, ça se passe pas mal, ça se passe pas bien. Et là, c'est coaching de la dernière chance parce que si le coaching ne résout pas le problème, potentiellement, il faut se séparer de la personne, quoi. Et ça, nous, on n'aime pas trop le faire chez Fasterclass. Et on préfère vraiment faire les coachings de développement. Ouais. Alors que les coachings en mode pompier, comme tu dis, ou en mode coaching de la dernière chance, ça, en fait, très, très souvent, ça arrive aussi que en fait, les dés soient déjà jetés et qu'en fait, c'est juste que il faut faire un coaching parce que comme ça, on dit qu'on a un peu tout fait. Enfin, ça peut vite Ah oui, être. là où le coach il est instrumentalisé et ça va pas, tu Ouais, vois, et le coach il va pas résoudre le problème du manager, il va l'accompagner à trouver des ressources pour lui résoudre le problème, ça c'est vachement important. Mais effectivement, il faut pas qu'il y ait que le coach soit instrumentalisé pour favoriser un licenciement ou pour justifier une démarche. Ça c'est pas du tout éthique et faisable. C'est pour ouais, ça que ça faut que ça soit fait aussi au bon moment et pour les bonnes raisons. Ça, c'est important. ouais, N'oublions quand même ouais, d'insister c'est clair. là-dessus, tu vois. C'est clair. Et c'est là où je trouve que les RH ont un rôle structurant pour à la fois anticiper les transitions et vraiment dire les choses aussi à l'expert qui pourrait devenir manager. Est-ce que c'est vraiment dont il a envie? Voilà comment ça va se passer, etc. Après, sécuriser le parcours en proposant le bon accompagnement. Enfin, sécuriser le parcours et ensuite même intervenir de façon juste, etc. Et comme tu disais, en préventif et en curatif, c'est-à-dire le plus possible, même en coaching de développement, mais de mettre aussi de voir tout ce qui peut aider au-delà de. Il peut y avoir la formation, on a parlé des niveaux
des niveaux de changement, mais donc il y a déjà dans le changement de type 1, il y a les changements de comportement où il faut déjà outiller le nouveau manager, parce qu'il passe d'expert à manager. Puis après, il y a des changements de croyance, il y a des changements d'identité, de sens, où là, c'est le coaching qui va plus aider. Et après, il peut y avoir aussi tout ce qu'on a dit de mettre en place du mentoring, mais là, sans lien hiérarchique surtout, et des communautés de pairs, ça aussi, ça peut être une belle aide, quoi. Ouais, c'est ça, je pense que c'est comme une espèce de boîte à outils que tu proposes au manager pendant toute sa transition et c'est des choses qu'il va utiliser au fur et à mesure et qui vont l'aider justement à affiner son identité de manager, tu vois, en lien avec Ouais. aussi la culture de l'entreprise, tu vois, c'est quoi être manager pour nous, qu'est-ce qu'on attend. Ça, c'est important aussi que ça vienne et que ça soit impulsé de la part des DRH, tu vois. Comment nous, on voit le rôle de manager. Que ça soit clair, tu vois, on parlait de communication et tout ça, de définir en fait ses attentes, ça c'est vachement important, je pense, de tous les côtés. Tu vois, on parlait de feedback 360, définir les attentes de la part de la RH, du N+1 du manager et des équipes, c'est OK, qu'est-ce qui est attendu par rapport à ce changement en fait. Ouais, ouais, donc de dire clairement sur quoi le manager va être évalué, Tout de à faire fait. une vraie distinction aussi entre évaluation et feedback, parce que vraiment ça, je m'apprendrai là-dessus, c'est pas du tout la même chose. L'évaluation, il y a un enjeu, c'est là où on dit est-ce que c'est bien, c'est pas bien, etc. C'est 1 ou 2 fois par an. Et potentiellement, bah, si ça se passe bien, en vrai, il y a le niveau d'augmentation, l'évolution de carrière, etc. Mais ça dépend de l'évaluation. En revanche, le feedback, il faut vraiment que ce soit au quotidien, quoi. On ne fait pas du feedback 1 ou 2 fois dans l'année au moment des entretiens annuels. Sinon, en fait, on est co-responsable du fait qu'il n'y ait pas de changement parce qu'on n'a pas fait de feedback en temps réel et on est co-responsable de la mauvaise évaluation. Et le feedback, il ne peut pas y avoir d'enjeu parce que si on fait un feedback et qu'il y a un enjeu derrière de type évaluation, bah, la personne, ou par exemple le changement de rémunération, etc., la personne, elle va être en train de se justifier, de dire mais non, j'ai fait ça parce que machin truc. Elle va pas être en capacité d'accepter le feedback et de dire ok, tiens, je le prends comme un cadeau, je vois ce que je peux changer. Et donc, vraiment de réussir à distinguer les deux et de à la fois offrir des feedbacks et avoir des temps très précis d'évaluation. Voilà, c'est 2 choses à bien distinguer. J'aime bien l'idée du feedback comme un cadeau. Ouais, Positif. c'est un vrai cadeau parce que c'est ce qui permet de comprendre à la fois ses points forts, ses points d'effort. L'autre prend du temps pour nous faire un retour qui nous fait grandir. Ça, voilà, c'est cadeau, quoi. Après, parfois, ça picote un peu parce que les gens sont pas tous très bien formés à en faire, mais d'un autre côté, comme parfois, une fois de temps en temps, on a un cadeau qui nous fait pas plaisir. Exactement. Et même si le cadeau nous fait pas plaisir, eh ben, on dit quand même merci, tu vois. Sinon, après, on n'a plus de cadeau. Ouais, c'est pas mal. J'aime bien la métaphore. Ça fonctionne bien. Voilà. Bah, je vois qu'il est 12h30 dans 5 secondes. Donc, on a déjà fait tout le webinaire. J'espère que ça vous a plu. Camille, je sais pas si tu veux partager un mot de la fin. Et sinon, en tout cas, je vous invite, ceux qui le souhaitent, dire si dans le chat, si vous repartez avec quelque chose, un truc que vous avez retenu. N'hésitez pas à le partager. Je pourrais le faire défiler à l'écran pendant que Camille nous dit bye bye. Et ben, moi, j'ai beaucoup apprécié cet échange. Je trouve on a apporté des solutions et on a échangé sur des éléments concrets. Effectivement, ça m'intéresse de savoir par rapport à tout ce qu'on a échangé avec Raphaël, avec quoi chacun repart individuellement. C'est toujours intéressant d'avoir justement votre feedback sur nos échanges et ce que vous en retenez concrètement. C'est un peu comme ça Ouais. d'ailleurs, on conclut une séance de coaching. Avec quoi vous repartez? Ouais. Et là, il y a Corinne qui nous disait des petites remarques, j'avais pas vu. Parfois, les sociétés préfèrent laisser les experts dans leur case d'expertise car ça les arrange. Et oui, en fait, c'est vrai que je pense que c'est bien si les sociétés arrivent à mettre en place différents parcours. C'est-à-dire qu'il y a des parcours management d'un moment, et puis en fait d'avoir un vrai parcours qui soit valorisé, qui soit un parcours d'expertise. Ouais. Et que justement que le management ne soit pas la seule voie d'évolution. Parce que sinon, il y a des experts qui ne veulent pas devenir manager, mais qui vont vouloir devenir manager parce que pour le statut, pour la rémunération, etc. Mais c'est là où tu vas au Euh, casse-pied, je suis d'accord. C'est pour ça qu'on parle de l'appétence et d'aller savoir creuser les motivations dès le début, en fait. ouais. Et il y a Corinne encore qui nous disait que voilà, le collaborateur doit choisir son coach. J'imagine, enfin, tu confirmes, Camille? Oui, oui, il y a un vrai, un choix, hein. Il faut se sentir en confiance et
le coach et le coaché doivent avoir envie de travailler mutuellement ensemble. Tout à fait. Ouais. Et aussi, nous, c'est ce qu'on fait avec Fasterclass. Quand on a une demande de coaching, on propose 3 coachs de notre réseau qui font gratuitement des rendez-vous de coaching fit. Et c'est ensuite le collaborateur qui choisit celui avec qui il veut partir. Mais c'est pour ça que justement, cette question de choix, c'est ça qui va garantir la sécurité et la confiance. Il faut créer une alliance entre son coach et son coaché. Donc, c'est pour ça qu'il faut que ça soit un choix mutuel, en toute conscience. Ouais. Bon, ben pour accrocher, il y a Maud qui nous dit merci pour cet échange. Merci à toi, Maud. Merci d'avoir été là jusqu'au bout. Lionel qui nous dit merci à vous deux, très inspirant et qualitatif pour le côté mise en pratique. Donc, trop, trop bien. Et Corinne qui nous dit aussi je repars avec la métaphore de la chaise et aussi que le feedback est un cadeau. Tu vois? Bon, bah, tant mieux. Tant mieux, ouais. Parfait. Et merci à vous pour ce moment de partage. Eh bien, merci à tous. Et puis, je vous dis rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain Parole d'Expert. Et merci Camille pour tous tes partages. Et Merci puis, à à toi. très vite. À très vite.